Je crois que la malveillance n'a pas de genre. Ensuite, elle est plus visible chez les hommes, parce que historiquement, les hommes ont eu plus le pouvoir que les femmes. Mais des femmes ordurières et malveillantes, je peux t'en présenter quand tu veux. Si on se grime en homme, qu'on adopte les codes, ça sera beaucoup plus facile, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours perçu quand j'étais en entreprise et qui est toujours vrai, c'est beaucoup plus simple d'être un homme en entreprise que d'être une femme. A priori, je sais parler comme une femme et je vois à peu près ce qui se passe dans vos têtes complexes. Bonjour, ça va ? La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je veux des enfants ou pas ? L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Gaël, je le connaissais virtuellement. Nous avons partagé quelques scènes derrière nos écrans à distance. Il donne des conférences. Son thème à lui, c'est la bienveillance. Il a notamment écrit aux éditions Marabout « Mon boss est nul, mais je me soigne ». La bienveillance ou la malveillance sont-elles genrées ? Parler de leadership au féminin a-t-il un sens ? En dehors des lois allant dans le sens de l'égalité homme-femme, comment pouvons-nous faire progresser le sujet dans notre quotidien en tant que femme et aussi en tant qu'homme ? Soit un homme, ma fille, est un de ses plus récents ouvrages. Il met en scène Constance, une femme qui se voit refuser un poste de dirigeante. Elle décide d'acquérir tous les codes masculins en entreprise et se grime alors en homme pour atteindre son objectif. Il m'a reçue chez lui. Je devais être bien réveillée ce jour-là, peut-être trop. Nous sommes entrés directement dans le vif de nos sujets masculins, féminins. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors tu interviens notamment sur le sujet de la bienveillance depuis plus de 7 ans. Pourquoi tu as choisi ce sujet ? Parce que d'emblée, je pourrais te faire un cliché en te disant qu'il est beaucoup plus féminin que masculin. Mon Dieu. Ah ouais, on attaque direct comme ça par le préjugé sexiste. Exactement, direct. D'accord. Moi, je suis comme ça. C'est marrant ça. Non, j'ai cru que tu allais me dire pourquoi ce sujet alors que tu n'es pas du tout bienveillant, ce que j'aurais trouvé encore plus agressif. Mais alors pourquoi ce sujet ? Parce qu'en fait, moi, j'ai passé un peu plus de 20 ans en entreprise en tant que manager ou dirigeant, et quand j'ai arrêté, je me suis dit mais c'est quand même hallucinant. On est un pays, le pays du bien-être, et ça se passe très mal dans les entreprises. On est numéro 2 mondial du burn-out, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, ce qui manquait fondamentalement, c'était la bienveillance. Et la bienveillance étant quelque chose de tout simple, c'est faire attention à l'autre. Donc le pourquoi, c'est parce que quelque chose que je faisais naturellement, tu sais, c'est un petit peu comme Monsieur Jourdain avec la prose. Moi, ça me semblait naturel d'être bienveillant en entreprise. Et j'ai écrit mon premier livre, donc qui était Mon boss est nul, mais je le soigne, où j'ai créé ce concept pour la première fois, le management bienveillant. Et j'ai été très surpris que les gens soient surpris par ce concept-là, parce que pour moi, il est naturel. Donc le pourquoi, c'est parce que, en fait. Et alors, comment on soigne la bienveillance chez les hommes et chez les femmes ? Mais alors, oui, j'ai oublié de réagir sur c'est plus féminin que... Mais c'est quoi cette réflexion ? J'ai fait exprès direct. Non, mais parce que des ordures... Je crois que la malveillance n'a pas de genre. Ensuite, elle est plus visible chez les hommes, parce que historiquement, les hommes ont eu plus le pouvoir que les femmes. Mais des femmes ordurières et malveillantes, je peux t'en présenter quand tu veux. Donc non, je crois pas que ça soit genré. Ensuite, il y a des préjugés. Il y a des images que l'on peut avoir héritées d'un temps où le patriarcat a régné. Donc la dame restait gentiment à la maison à élever les enfants. Donc elle était forcément bienveillante. Mais c'est comme dire un enfant est bienveillant. Il suffit de ce que je disais à une amie. Il fait oui, on est bienveillant, ça ne s'apprend pas. Mais va dans un bac à sable voir la violence de certains gamins, avant même qu'ils parlent. Donc non, je crois pas que ce soit genré du tout. Et heureusement. Et dans les réactions que tu as eues sur le marché au tout début,
Ah bah j'étais un gros bisounours, mais c'est ça qui est très rigolo, c'est au début, donc c'était largement avant la pandémie, les gens disaient mais non, le monde de l'entreprise c'est quelque chose qui doit être dur, enfin moi je fais partie de cette génération, donc la génération X, où c'est quand même l'héritage direct des 30 Glorieuses, donc avec un management très, très directif, très pyramidal dans les organisations. Et donc ça a été accueilli comme elle est gentille ta blague, et d'autant plus que le titre du livre était plutôt rigolo. Au début, les gens ont rigolé, puis après le bouquin a fait un carton, donc les gens se sont dit c'est une mode. Et en fait, ça a avancé, mais pas assez vite, parce qu'il y avait encore du chômage de masse. Et puis là, maintenant, avec la grande démission et le fait que le chômage baisse, les entreprises se disent, mais pourquoi les gens y parlent de mon entreprise ? Parce que vous avez du management tout pourri. Et donc, maintenant, c'est une évidence. Et donc, quand tu as démarré, tu as eu du succès assez vite, c'est venu progressivement. Est-ce que les réactions, est-ce qu'elles étaient différentes en fonction, par exemple, de la personne, de son niveau hiérarchique? Ah, tu vas pas encore me sortir le genre. Hein. Non, pas du tout. Mais tu vois, est-ce que tu as eu des réactions un peu différentes, variées? Qu'est-ce qu'on te disait? Donc, on te disait que ça faisait un petit peu bisounours. Mais est-ce qu'il y avait d'autres choses où on réagissait par rapport à ce que tu faisais? En fait, j'ai compris que j'étais sur un vrai sujet. Le vrai début de ce concept de management bienveillant, c'était un article que j'avais écrit sur LinkedIn qui s'appelait « Le management bienveillant, : l'avenir du management ». Cet article est encore, à ce jour, l'article français le plus lu de toute l'histoire de LinkedIn France. Waouh. Et en fait, je me suis dit, mais très bien, les gens qui sont managers ou qui dirigent, parfois trouvent que c'est bisounours, mais en fait, les gens, ils veulent ça. Les salariés veulent ça. Donc, il y avait une vraie appétence. Parce que moi, j'ai entendu personne dire, non, moi, je rêve d'avoir un manager malveillant. Personne ne le dit. Et donc, c'est ça qui m'a donné, cet article qui m'a donné envie d'écrire un livre, etc., etc. Mais personne ne souhaite la malveillance. Par contre, la bienveillance impose des contraintes aux dirigeants et aux dirigeantes, ce qui fait que, comme tout changement, comme toute évolution, il y a des résistances au changement. Mais maintenant, la tendance, elle va pas bouger. T'as fait intervenir un comédien, je crois aussi, à un moment donné, dans ta mise en scène, toujours. Toujours, Grégory Lefond. En fait, l'histoire, c'était... mon boss est nul, mais je le soigne, c'est la journée du pire manager du monde. Je l'ai appelé Bob. Et à l'époque où je travaillais, avant que j'étais le patron des contenus de l'Institut national de l'audiovisuel, et je me posais la question de produire des contenus pour le web avec des humoristes. Donc j'ai rencontré Grégory à cette époque-là. Et pendant une soirée, après la sortie de Mon boss est nul, mais je le soigne, donc 2 ans après que j'ai rencontré Greg, donc nous avions bu beaucoup de Coca-Cola et de Perrier, et j'ai eu une illumination en me disant, mais en fait, t'es Bob. C'est incroyable, c'est physiquement, si tu veux. Et donc, il est venu voir une de mes conférences, où je racontais l'histoire de Bob, et finalement on a fait un duo et on le fait encore de temps en temps. Dans ton livre, Sois un homme, ma fille, Constance n'obtient pas une promotion et on lui dit clairement que c'est parce qu'elle est une femme à compétences égales, à âge égal avec un homme. Et donc dans ce livre, tu racontes le parcours de cette femme, Constance, qui se dit qu'elle va désormais peut-être se faire accompagner pour trouver les codes masculins qui vont lui permettre de devenir PDG. Comment tu as eu l'idée de ce scénario et quel retour tu as eu sur cet ouvrage ? Alors l'idée, elle est venue pendant une discussion où justement je me dis, mais je discutais avec une amie et je me disais, mais finalement, si on se grime en homme, qu'on adopte les codes, ça sera beaucoup plus facile, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours perçu quand j'étais en entreprise et qui est toujours vrai, c'est beaucoup plus simple d'être un homme en entreprise que d'être une femme. Ça s'équilibre peut-être avec l'âge, mais en tout cas, très clairement, les débuts de carrière sont beaucoup plus simples pour les hommes que pour les femmes. Donc l'idée est venue de cette discussion, et j'ai adoré écrire ce livre. C'est juste constant, je suis amoureux de ce personnage, vraiment. Et ça a été un vrai bonheur de décrypter, de vraiment me poser la question, de creuser sur mais quels sont ces codes, et comment est-ce qu'on peut les acquérir ? Parce qu'on est dans un monde profondément patriarcal. Et l'idée, c'est, je crois que c'est une phrase qu'il y a dans le bouquin où je dis, c'est dans un pays étranger, est-ce que c'est plus simple de demander aux autres d'apprendre mon langage ou est-ce que c'est plus simple d'apprendre le langage des autres ? On peut le regretter, mais encore aujourd'hui, l'entreprise est très, 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 très macho. Et les codes le sont. Donc le postulat, c'est de se dire comment, en tant que femme, on apprivoise un peu mieux
les codes masculins. Mais par exemple, il suffit de regarder dans une réunion, quand il y a 5 femmes, 5 hommes, il n'est pas rare que des femmes ne parlent pas du tout. Quand on est une femme, si on n'a rien à dire, on dit rien. Quand on est un mec, il faut pisser pour marquer son territoire. On a l'impression d'être inutile. Donc ça fait partie des codes qu'il faut acquérir. Le syndrome de l'imposteur, même si certains hommes l'ont, on est quand même vachement moins touché. Il y a aussi toutes ces statistiques sur une offre d'emploi. Une femme, si elle n'a pas les 10 compétences sur les 10, elle ne va pas répondre à l'annonce. Un mec, s'il en a 2, je dis on verra bien. Et tous ces codes-là, oui, il faut les acquérir. Donc le bouquin est vraiment en 2 parties. Il y a toute une première partie qui est l'apprentissage. Alors elle va en plus loin, parce qu'il y a aussi une transformation physique. Elle ne se fait pas opérer, mais il faut qu'elle transforme sa voix. Donc elle va voir un phoniatre pour changer sa voix. Enfin bref, elle fait un énorme travail, mais il y a tout le travail pour comprendre l'école, les décoder. Donc l'écrire, ça a été un vrai bonheur, ce bouquin. Je ne dis pas que c'est un mode d'emploi, mais les réactions que j'ai eues ont été... Alors, il y en a une qui me fait toujours très plaisir. C'est mon 4e roman. Je ne fais pas que des bouquins sérieux. Et mes héros sont toujours des héroïnes. Toujours. Et le plus beau compliment qu'on puisse me faire, et je l'ai eu pas mal, c'est « mais on ne peut pas croire que tu sois un mec ». Donc je trouve ça... a priori, je sais parler comme une femme et je vois à peu près ce qui se passe dans vos têtes complexes. J'avoue que c'est vrai que certains comportements justement qu'on a en réunion, tu parlais de la prise de parole, mais tu parles aussi du fameux compte-rendu, où les hommes ne s'abaissent pas à cette tâche subalterne. Et nous, c'est comme une sorte d'automatisme en fait. Oui. Mais c'est comme, qui prend des notes. Marie-Jo, tu prends les notes, mais jusqu'à l'archétype d'aller chercher les cafés. Enfin, il y a encore un nombre de comportements, mais je vais te raconter une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est un truc qui est effrayant. Sur mon site web, je reçois pas mal de témoignages. Et une femme, ça remonte à quelques années maintenant, enfin 3-4 ans, pas si longtemps que ça, qui a un peu moins de 40 ans et qui intègre le comité de direction d'une boîte du CAC 40. Donc quand même très très haut niveau, très gros recrutement. Et elle me raconte son arrivée. Elle arrive dans le bureau du PDG le premier jour. Le PDG dit « Je suis vraiment ravi que vous intégriez l'entreprise. Est-ce que vous pourriez faire un tour sur vous-même, que je puisse faire le tour de vos compétences ?» Eh bien, oui, j'aime bien la tête. C'est dommage qu'on ne soit pas en vidéo. C'est vrai, oui. Ah oui, fallait qu'elle fasse une... Voilà, c'est ça. Un truc physique. Voilà, c'est ça. Mais c'était... ouais. Je ne peux pas le dire, mais c'est une boîte du CAC 40. Donc voilà, il y a encore ce genre de choses. Et alors comment elle a réagi ? Moi, ma question, tu vois, souvent, c'est comment on réagit quand on a des mises en scène comme ça ? T'aurais dû voir ta tête. Mais non, mais t'es tellement estomaqué que tu t'exécutes parce que c'est tellement... Enfin, c'est effrayant. Et il y a plein de comportements comme ça. Alors ça, c'est choquant, mais je pense pas qu'il y ait une seule femme qui ait pas eu cette réflexion. Elle est au bureau, à la machine à café, il y a un mec qui sort une blague relou, et la femme de dire « Non, attends, excuse-moi, franchement, elle est déplacée, sa blague. Ah, mais t'as pas d'humour !» Voilà, toutes ces choses-là, et c'est pour ça que quand je fais des conférences sur la lutte contre le sexisme au quotidien, en tant qu'homme, c'est très facile d'interpeller les hommes, et je leur dis « Les gars, on n'est pas dans un bar. » Donc ce qui peut vous sembler drôle, ce qui peut-être était drôle il y a 30 ans, déjà peut-être ne l'était pas il y a 30 ans, mais c'était admis, et maintenant c'est tolérance zéro. Zéro. Et moi, je suis pour la tolérance zéro. Je suis un fou furieux de ça. Je suis très content aux États-Unis, par exemple, le côté interdit de monter dans un ascenseur avec une femme s'il n'y a personne d'autre. Parce que, pareil, c'est dans les ascenseurs, j'ai des anecdotes, mais hallucinantes, où on a l'impression d'être à poil devant la personne. Enfin, bref, toutes ces choses-là, Constance doit les apprendre. Parce que la meilleure façon pour lutter contre quelque chose, c'est de prendre les mêmes armes. Alors, c'est vrai que c'est une façon de faire. Je me dis aussi que l'art de la répartie, je rêve un jour de faire une formation sur l'art de la répartie, tu vois, pour effectivement ne pas être dans cette remarque de dire à l'homme c'est pas drôle, c'est déplacé, mais trouver, tu vois, la façon pour lui faire prendre conscience qu'on peut lui retourner. Tu y crois à ça ou pas trop ? Alors, sur le sexisme au quotidien, je crois beaucoup au rôle des hommes, en fait. Et c'est à un mec de dire non mais ta vanne elle est pourrie, ce que j'ai beaucoup fait quand j'étais en entreprise, énormément. Je me battais en premier pour l'égalité des salaires femmes-hommes, mais c'est au mec d'aller au combat. C'est pour ça que je suis très très remonté contre la forme de féminisme qui est dominante en France, qui est très anti-homme. Je compare vraiment le combat, parce que c'est un combat l'égalité femmes-hommes, au combat qu'il y a eu il y a un peu plus longtemps pour l'égalité des droits pour les LGBT. Moi je traînais beaucoup dans le milieu gay à l'époque, et
en fait, en tant qu'hétéro, il y a des endroits où j'avais pas le droit d'aller. Et il y avait déjà des militants. Et à un moment, le mouvement gay a réalisé que mais tous les gay friendly, on va arrêter de les virer de nos bars, on va arrêter de les exécuter sur notre combat. Ils veulent se battre avec nous, mais venez les gars. Et c'est là où les droits ont progressé. Et là, les féministes, j'écris quasiment plus rien sur l'égalité femmes-hommes, parce que c'était les seuls moments où je me faisais troller, c'est quand je communiquer autour de ces questions-là, où ce féminisme-là ne m'accorde pas le droit de parler d'égalité femmes-hommes. Certes, je ne suis pas une femme, mais par contre, j'ai une influence, j'ai un impact, j'ai éduqué mes garçons. Les colleuses, j'adore ce mouvement des colleuses. Je ne sais pas si tu vois, c'est mouvement. Ah oui, les colleuses, oui, bien sûr. J'ai adoré cette phrase qui remonte à quelques années. Chers parents, ne protégez pas vos filles, éduquez vos garçons. L'éducation de mes garçons, c'est un acte politique et j'ai pas envie qu'une Alice Coffin me dise que je suis un gros crétin de mec. C'est aussi stupide, inculte, violent que si je croise un Allemand et je le traite de nazi. Ça n'a aucun rapport. Donc voilà. Je comprends ton point. Oui, je suis vénère dès que je parle de ce sujet. Non, mais je suis remonté parce que je trouve ça très injuste. Ouais. Oui, puis ça nous divise. Ça nous divise. Ouais, exactement. Et puis ça finit par fatiguer tout le monde. Ouais. Mais pour revenir donc sur est-ce que ça aurait de l'impact d'avoir de la répartie, je pense que malheureusement, ça va dépendre de la personne qui est en face. Il y a des indécrottables, et ces indécrottables, à un moment, il faut juste les regarder droit dans leurs yeux et leur dire « tu n'as pas le droit, point ». Et ça m'est arrivé une fois à l'époque, j'étais chez TF1, une collaboratrice qui venait de faire une présentation, elle sort de la salle de réunion et un abruti devant tout le monde... Elle est bonne, ta collaboratrice. Et je fais, mais quand tu dis elle est bonne, tu parles de la présentation. Je fais, mais non, mais t'as vu comment elle est gaulée. Et là, je commence à lui dire très calmement, je t'interdis de parler comme ça, en plus en public, cette femme est brillante, tout ce que tu trouves à dire, c'est elle est bonne. Mais de quoi tu parles, t'es coincé. Je fais alors, non seulement tu vas t'excuser, maintenant, si tu le fais pas, on sort, je suis pas violent, mais je te défonce tes dents. Il y a des gens qui ne comprennent que ça, il n'y a qu'un homme qui peut tenir ce discours. Il a fini par s'excuser, ça s'est bien passé, mais c'est une petite partie, mais c'est une petite partie qui a encore beaucoup de pouvoir. Des fois, je me dis qu'en même temps, l'avantage, c'est que c'est un détecteur de cons. Ouais. Parce qu'en général, ces personnes-là, sur d'autres sujets, elles vont être aussi stupides, quoi. Enfin, hors jeu, quoi. Et alors, il faut que je dise quelque chose, parce qu'il y a peut-être dans tes deux auditrices des femmes qui adorent Alice Coffin et qui sont un peu anti-hommes et qui vont se faire la réflexion, on n'a pas besoin des hommes pour nous protéger. Oui, il y a une partie de la population qui pense ça. C'est oublier juste l'origine, donc je vais faire un peu d'histoire, l'origine de la galanterie à la française. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas de la domination des hommes sur les femmes. Le début, c'était au XIIe siècle, les croisades. Les croisés donc, qui allaient essayer de récupérer Jérusalem, donc au nom du Christ. Donc a priori avec des valeurs plutôt sympas. Pour se détendre, quand ils passaient dans un village avec des non-croyants, etc., pour se détendre, ils violaient quelques femmes, ils zigouillaient quelques enfants, donc des grands humanistes, ces gens-là. Sauf qu'à un moment, il y a un groupe de chevaliers qui a dit « Mais les amis, on défend la parole du Christ et on va chercher Jérusalem, on va juste arrêter et on va défendre les femmes. » Et effectivement, entre une petite paysanne et un chevalier avec une épée de 2 mètres, oui, il n'y a qu'un chevalier qui peut s'interposer. Le début de la galanterie, c'est vraiment ça. C'est un mouvement d'hommes. C'est le premier balance ton port, mais qui a été initié par des hommes pour défendre des femmes qui étaient là littéralement opprimées dans le pire sens. Alors après, il y a eu la galanterie romantique, etc., etc. Mais oui, très factuellement, aujourd'hui, je pense que si on ne combat pas hommes et femmes les uns à côté des autres, on va repérer encore une génération. Et c'est ce qu'on est en train de faire en France. Noémie Delattre, qui est comédienne, elle disait sur les mini-agressions ou fortes agressions dans la rue, pour le harcèlement, si à chaque fois qu'on était agressé, l'homme qui était le plus proche venait mettre une baffe au mec qui vient de t'emmerder, elle me dit, mais le problème, il serait réglé en quelques semaines. Complètement, oui. Mais je suis d'accord. Et en entreprise, ça serait encore tellement plus simple. Et c'est pour ça que maintenant, il y a une obligation légale de former à ces sujets dans les entreprises. Mais ça tient qu'à la bonne volonté des uns et des autres. C'est sûr. Il y a une citation de Solène Thomas que je voudrais te partager qui nous dit « Les instances dirigeantes fonctionnent sur une modalité masculine de production très concrète où les yeux sont tournés vers l'extérieur, sans prise en compte de ce qui se passe en termes de vécu, de l'intériorité. » Qu'est-ce que tu en penses ? Alors je suis un peu particulier parce que ça renvoie au côté masculin versus féminin, le plus sensible, le moins sensible. Je crois que c'est dépassé ces visions-là. Oui, culturellement, c'est vrai, bien sûr.
culturellement, un homme c'est fort, un homme ça pleure pas, un homme c'est forcément musclé, alors qu'une femme ça va être plus sensible, ça va être plus doux, etc. Je pense que c'est juste culturel. On n'est pas comme ça par nature. Toi, par exemple, j'ai découvert en écrivant ce bouquin, on pense qu'une femme a une voix plus aiguë qu'un homme. Il y a des sociétés où c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas physiologique. D'où le phoniatre qui va faire que Constance va pouvoir changer de voix. Donc il y a de l'inné, il y a de l'acquis, et je pense que ces comportements profondément masculins, c'est de l'acquis, vraiment. Alors moi j'ai un côté féminin très développé, c'est peut-être par nature, c'est peut-être parce que j'ai été élevé par une mère qui était très féministe. Donc voilà, oui, c'est une réalité sociétale, mais c'est pas une réalité par nature, heureusement. Donc ça t'ennuie de prendre le sujet comme ça ? Tu préférais le prendre plus sur quel autre aspect ? Parce que justement, la loi Rixain, là, elle va bientôt arriver, 2027-2030, avec donc un pourcentage de femmes qui vont devoir être présentes, donc 30% ou 40% pour les entreprises de plus de 1000 personnes au niveau des instances dirigeantes. Comment ça se prépare, ça ? Comment les femmes vont peut-être avoir plus envie, oser de postuler et de monter plus dans la hiérarchie, comment les hommes vont aussi accepter d'avoir moins de place ? Mais ils n'ont pas le choix. Là, ils vont pas avoir le choix. Mais c'est pour ça que je suis tout à fait pour les quotas, je suis pour toutes ces choses-là, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est la loi qui va faire qu'on avance. J'ai donné une loi, je rêverais qu'elle existe un jour, mais elle existe en Suède, par exemple. Je ne crois pas connaître une seule femme sans enfant de moins de 30 ans qui n'en ait pas posé la question pendant un entretien de recrutement. Et vous comptez avoir des enfants ? Ouais, Moi, perso, on ne me l'a jamais posé en tant qu'homme. Ouais. En Suède, la femme qui accouche a 3 mois, mais ensuite le couple, que ce soit homme-homme, femme-femme, femme-homme, le couple se répartit 1 an de congé. 1 an. Et j'ai des copines qui, au bout de 3 mois, avaient envie de rebosser. Et des mecs qui se disent « mais moi, j'aimerais bien rester pendant 1 an avec mon gamin ». En Suède, comme la loi donne cette possibilité au couple, il n'y a plus de discrimination au recrutement. Plus du tout. Donc pour revenir sur la loi Rixain, moi je trouve ça très bien, ça va faire bouger les lignes, mais c'est comme la loi de l'indice d'égalité femmes-hommes qui a été créée par Marlène Schiappa, mais ça a eu un impact de dingue, la peur du gendarme, il n'y a que ça qui fait évoluer. Et ensuite, quand j'entends dire oui, mais il faut compter sur la bonne volonté des gens, c'est bullshit, c'est pas vrai. Les gens qui ont le pouvoir veulent garder le pouvoir. C'est un principe, c'est humain. Et là, encore une fois, c'est pas genré, sauf que la réalité économique, c'est que ce sont les hommes qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis très très fan de ça. Mais au même titre, c'était la loi, celle d'avant, qui imposait dans les comités exécutifs des quotas. La loi m'échappe, mais ça a très bien fonctionné. Ça marche à partir du moment où on est obligé, on n'a pas le choix. La première loi sur l'égalité des salaires femmes-hommes, c'est 72. Ça n'a eu aucun impact. Là, avec l'indice d'égalité femmes-hommes, il y a une menace d'amende sur la masse salariale globale. Autant de dire que les boîtes sont motivées. Donc oui, moi je trouve ça très bien. Comment ça se prépare ? Pas le choix. Qu'est-ce que tu penses sur le marché ? On voit pas mal de formations sur le leadership au féminin, où on constitue des groupes de femmes pour développer leur potentiel. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'accompagnement ? En fait, c'est dans la droite lignée de mon bouquin, parce que mon bouquin, je l'ai aussi écrit. En fait, mes éditrices m'ont toujours interdit d'écrire un bouquin sérieux sur le sexisme. Non, mais c'est horrible. Hein. Mais mais parce que je me serais fait éclater par les féministes féminins. Voilà, je ne suis pas légitime pour faire ça. Donc j'ai fait ce roman. Et finalement, c'est un peu toute la première partie, c'est un petit peu comme un coaching pour apprendre. On n'a pas besoin de se transformer en homme pour adopter des codes. Mais c'est clair que j'aime pas l'expression leadership au féminin, ce qui supposerait que le leadership puisse être genré. Mais apprendre le leadership aux femmes, oui, je pense que c'est important, parce que on fait à peu près, tu es beaucoup plus jeune que moi, mais à peu près de la même génération. On est quand même la première génération où c'est une évidence pour les femmes de travailler. C'est les vrais pionnières. Il y avait nos mamans, peut-être, mais nos mamans, elles ne bossaient pas pour la majeure partie. Les vrais pionnières, c'est votre génération. Et vous avez commencé votre carrière avec les codes de nos pères. Père au sens papa. Souvent, on est avant-guerre. Donc, pas forcément avec des codes très progressistes. Donc, c'est apprendre les codes masculins, c'est apprendre aux femmes que, non, les codes de nos papas sont pas les bons. Et dans les codes, justement, pour poursuivre, on a beaucoup parlé de la réunion, de la prise de notes tout à l'heure. Tu peux nous donner d'autres exemples de codes masculins qui sont importants à avoir dans sa mallette en tant que femme ? Oser demander.
Oser demander. En fait, on s'est aperçu, il y a des stats qui montrent que une des explications de la différence de salaire entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes demandent, les femmes non. On attend qu'on vienne nous chercher. Ouais, ou qu'on vienne nous la proposer. Mais c'est ça, c'est le syndrome de la bonne élève. C'est ça. J'ai bien travaillé, je mérite, ce qui arrive à Constance d'ailleurs. Et ça revient beaucoup sur j'ai bien travaillé, donc je mérite une récompense. Mais ça, c'est un monde idéal. Il y a quelques managers qui sont comme ça, mais c'est pas souvent comme ça. Donc le oser demander, oser parler, mais dans les jeunes générations, ça c'est quelque chose qui évolue beaucoup parce que justement, on est quand même, parce qu'ils se sentent malins tous ces petits jeunes. Mais mine de rien, c'est nous qui les avons éduqués. Et je crois que ça va dans le bon sens parce que je pense pas être le seul mec à être un tout petit peu pour l'égalité femmes-hommes. Je pense que t'es pas la seule femme à travailler sur cette planète. Et on a des enfants, c'est un vrai acte politique et je pense que ça change. Et quand je regarde les jeunes femmes aujourd'hui en entreprise, il y a encore des choses à faire évoluer, mais par rapport à la génération d'avant, c'est sacrément dénigré quand même. Pour rebondir sur les plus jeunes, donc tu as 2 fils, ils ont quel âge ? Ils ont 15 et 24. Est-ce que tu as des conversations avec eux ou est-ce que le fait, tu vois, dans les relations garçon-fille, femme-homme, est-ce qu'il y a des sujets que tu as envie de partager ? Ah, mais je partage tout depuis ma première guerre sur l'égalité femmes-hommes et sur les relations femmes-hommes avec mon petit dernier, il devait avoir 3 ans et demi sur le côté « Papa, je ne comprends pas pourquoi je devrais laisser passer les filles devant quand j'ouvre une porte. » Ah oui, à 3 ans et demi. Mais ce qui est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et je trouve ces sujets absolument passionnants. Et finalement, les relations femmes-hommes, ça commence, mais dès la cour d'école, à tirer les couettes ou pas tirer les couettes. Sur les jouets, c'est tout bête, mais à l'époque, donc ça remonte maintenant à 12 ans, mon fils était passionné par les aspirateurs. Et ben, va trouver... Alors maintenant, ça a peut-être changé, mais va trouver un aspirateur qui n'était pas rose en jouet. Oui, parce qu'il ne voulait pas qu'il soit rose, son aspirateur. Non, bien évidemment. Et ben, je ne l'ai pas trouvé. Donc, non, je trouve que ce sont des sujets qui sont importants et qui sont des sujets, mine de rien, les relations femmes-hommes, ça nous embellit la vie, ça peut nous la pourrir pas mal aussi, mais c'est important. Pour ça, mes garçons, je pense que ce sont... un, il n'y a pas de sujet tabou, et 2, je trouve que c'est le plus beau des sujets, donc... je suis fier quand je vois mon grand, celui de 24 ans, je suis fier de l'adulte qu'il est devenu justement aussi pour ça. Et quand vous avez des... Moi, je me souviens en fait d'une anecdote avec mon fils, à l'époque, il doit avoir 15 et demi, 16, et il me dit, il était en seconde, maman, je vais mettre du vernis. Et là, j'ai plein de pensées réflexes dans ma tête, tu vois, que je ne sors pas quand même, mais je me dis, mais c'est pas possible, mon cerveau est en train de produire des pensées, voilà, pas la peine de... Vous avez tous compris quel type de pensée derrière le vernis sur les ongles de mon fils. Et voilà, et on en a discuté, tu vois, et au fur et à mesure, donc ça a duré 1 an, il a mis du vernis pendant 1 an, et en fait, il avait ressenti aussi le fait, il continuait à en mettre jusqu'à temps qu'on ne lui pose pas la question. Parce qu'en fait, il remarquait mais pourquoi tu te mets du vernis ? Et il me disait, mais tu vois, ça, on ne demande pas, en fait, à mes copines, pourquoi elles se mettent du vernis. Pourquoi moi, on me demande à moi. Et en fait, vers la fin, c'était un peu son petit acte de révolte pour que les gens... Et du coup, il disait, mais pourquoi tu me poses la question ? Mais c'est ça, c'est là où on voit tout l'impact de la culture. Il y a des codes qu'on a ou qu'on n'a pas. Et si on rentre pas, et c'est vraiment la notion de rentrer dans le moule ou pas rentrer dans le moule, on peut être en opposition. Alors, il y a cette célèbre phrase, il faut faire attention à pas trop rentrer dans le moule, sinon tu passes pour une tarte. Ça, c'est bien gentil, mais on peut pas être en opposition à tout. C'est ce que j'avais expliqué. J'avais une grande discussion avec une collaboratrice il y a très longtemps, qui s'habillait très court, très très sexy. Et à un moment, je suis allé voir en disant, écoute Isabelle, on peut le regretter, mais ça te dessert. Ah oui, tu le ressentais ? Que ça lui desservait ? Ah bah oui, parce que moi, en tant qu'homme, les autres mecs me parlaient. Et ça, bien entendu. Et là, je te parle d'un truc d'il y a 20 ans. Donc, je pense que ça a un peu évolué. Pas tant que ça. Mais il y a une différence. Et encore une fois, c'est même pas une question d'être sexy. On avait vraiment l'impression qu'elle sortait de boîte de nuit. Enfin, c'était vraiment provoquant, volontairement provoquant. Et je disais, mais il y a d'autres combats d'abord. Il y a notamment le combat de l'égalité femmes-hommes, l'égalité des chances. Bien sûr que tu as raison. Bien sûr que tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux. Je ne crois pas que le combat principal soit là aujourd'hui. Parce qu'elle le faisait justement elle avait conscience que c'était provoquant totalement. Et elle le faisait dans ce... Totalement. Oui, pour revendiquer le droit d'avoir... c'était une très jolie femme et de pouvoir le revendiquer, le mettre en avant et de dire « fuck, je fais ce que je veux ». Je lui dis « ouais, t'as raison, mais c'est pas le combat aujourd'hui ». Elle a réussi à faire autrement ? On a beaucoup discuté, elle a compris et elle a fait autrement. Et elle a mis son énergie autre part. Oui. Voilà. Récemment, tu as fait le chemin de Compostelle.
Oui. T'étais dans une phase d'introspection, c'est le bon terme, ou c'était pour autre chose, ce cheminement ? J'étais au bout du roulax à plein de niveaux. Voilà, et je me suis dit, je ferme tout. Et en fait, le chemin, il commence quand tu décides de le faire. Donc j'ai dû décider en mars de partir. Et je suis parti en juin, donc je me suis beaucoup entraîné, parce que j'ai fait quand même 1515 km en 36 jours, ce qui fait une moyenne de 42 km par jour. Donc je me suis beaucoup entraîné, vraiment beaucoup. Et c'était se retrouver de la lenteur, faire beaucoup d'introspection. Et ça a été une expérience extraordinaire. Tu l'as fait tout seul ? Ouais, tout seul. Je suis même parti, pour la partie française, je dormais très souvent dehors avec ma petite tente. Donc et je l'ai fait tout seul. Et vraiment, l'objectif, c'était pas... Parce que Compostelle, j'étais déjà allé plusieurs fois, mais 2 semaines, où tu rencontres beaucoup de monde. Là, je voulais pas rencontrer. Donc je partais très tôt, je partais à 4h30, 5h du matin. Je finissais tard parce que je suis parti au mois d'août, donc il faisait à peine chaud. Et je souffre pas de la chaleur, donc je marchais beaucoup l'après-midi, alors que personne ne marche l'après-midi. Et là où les gens faisaient une étape, moi j'en faisais 2 et demi. Donc ça a été je recommande à toute personne qui veut se recentrer d'aller sur Saint-Jacques, c'est pas mal. Il y a eu un avant et un après, on pourrait dire ça ? Ah oui, complètement. Dans mon rapport au travail notamment, dans mon rapport au temps, dans mon rapport à l'urgence, dans mon rapport à ma propre importance, à l'importance des choses. Il y a un avant et un après, clairement. En fait, je me suis aperçu que j'avais vraiment fait le travail que j'étais venu faire quand c'était les derniers jours sur Saint-Jacques. J'avais tellement plus rien à me dire, à moi tout seul, que je... Dans ta tête, c'est ça ? Les pensées ruminantes, c'est ça ou les... Non, mais je prenais les sujets les uns après les autres, et puis tu réfléchis, puis tu apportes des réponses. C'est vraiment de l'introspection, c'est de la grosse introspection. Je pense que je me suis économisé des années de thérapie avec Saint-Jacques. Mais à la fin, j'avais tellement plus rien à me dire que je finissais par compter les arbres sur le bord de la route. Je me disais, il est temps que j'arrive quand même. T'étais en phase de méditation, là, coup, limite, à compter les arbres. Non, mais c'est une expérience qui est... Déjà, tu ne te poses jamais la question de la distance, parce que si tu te la poses, tu crèves. Oui. Parce que c'est quand même lunaire de se dire, je vais marcher 1500 km, je vais traverser les Pyrénées. Enfin, il y a des trucs que c'est... On a pu me suivre sur Insta pendant que je faisais Saint-Jacques, et je donnais le sentiment que j'avais la patate, et ce qui était vrai. Objectivement, c'est très dur. C'est objectivement, physiquement, très très dur. Enfin, sur le rythme que j'ai fait. Mais t'as voulu que ça soit dur. T'es parti, t'avais besoin de... Oui, parce que t'aurais pu le faire pendant 2 mois et demi, te laisser plus de temps, faire 20 km par jour. Non, mais j'en parlais avec une copine psy, et c'est vrai, j'avais besoin, pour soigner de la douleur de la tête, de me faire mal au corps. Ah, c'est ça. Et petit à petit, ça s'est inversé. Ça s'est c'est plutôt très agréable quand ça s'inverse. T'as pris des notes pendant ce... Aucune, et il n'y aura pas de livre, il n'y aura rien. Mais je fais partie des seuls pèlerins, je pense, qui s'est trimballé un ordinateur portable sur le dos, en se disant, le soir, dans ma tente, je vais écrire. Je n'ai pas ouvert une seule fois. Donc, voilà. Tu communiquais juste sur les réseaux, sur ton sentiment, ton ressenti du moment. Je faisais une petite vidéo d'1 minute tous les matins, avec le lever de soleil. Okay. Voilà, et c'était un petit coucou à ma communauté tous les matins. Ça durait 1 minute, mais sinon, non, j'ai pas pris de notes. Mais tu vois, en fait, je crois assez au signe de l'univers. Je suis pas croyant, je crois pas en Dieu, je crois pas à tout ça, mais il y a une célébration pour les pèlerins dans la cathédrale du Puy-en-Velay. Et cette cathédrale a la spécificité que l'entrée se fait par le milieu de la cathédrale, sauf pour cette célébration où on rentre par le côté, puisque les grilles sont encore fermées. Et à la fin de la célébration, il y a une sœur qui vient pour ouvrir ces grilles. Et là, je filme, parce que c'est magnifique. Et les grilles s'ouvrent, et ensuite, tu as les portes qui s'ouvrent, et c'est le début du chemin. Donc, tu as la lumière qui rentre, c'est tôt le matin. Et je filme, et c'est magnifique. Et je suis comme ça, je regarde, et je filme en même temps. Et je pars, c'est assez émouvant. Et je veux re-regarder l'image. J'avais oublié d'enregistrer. Donc, j'ai pas l'image, et je me suis dit, OK, c'est tout pour moi. Donc, en plus, il y a plein de gens qui ont déjà écrit sur cette expérience, mais c'est une expérience d'une vie. Et donc, tu as changé des choses vraiment concrètement, là, quand tu es revenu. Ouais. Tu peux nous donner un exemple ? Mon rapport à l'urgence, par exemple. C'est si je suis en retard sur un truc, si je fais pas quelque chose, c'est pas un drame. Je pense que je suis beaucoup plus posé et apaisé qu'avant, très clairement. Non, mais le rapport au temps, ça le change beaucoup, ouais. Et justement, l'importance des choses, savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Si le taux de croissance de mon nombre de followers, de ma communauté se réduit, c'est pas un drame, fondamentalement, alors que je pouvais très mal le prendre avant.
Oui, tu as parlé de l'importance tout à l'heure, effectivement. Mais ça transforme. Est-ce que tu as des éléments à rajouter sur le sujet qu'on vient de partager ? Chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire. Ouais, un truc que j'ai pas dit, c'est Soit un homme, ma fille, c'est le bouquin, c'est mon 13e celui-là, 14e, je sais plus, mais de très loin, celui dont je suis le plus fier. Je trouve que j'aime le personnage, Constance, je trouve cette femme incroyable. Je rêverais qu'un jour ça soit adapté en série ou en film. Je crois que il est important à mes yeux, et je sais, pour avoir reçu pas mal de courriers de lectrices, quelques lecteurs, mais beaucoup de lectrices. C'est connu, les hommes n'ont pas à apprendre. Oui, ils savent. Ils savent déjà. Ils savent. Non, je sais que ça a impacté la vie de quelques personnes, et c'est chouette quand tu fais un métier qui est quand même... Là, en l'occurrence, l'écriture, c'est un métier dans la lenteur. C'est pas un métier de masse. C'est pas... je suis pas encore Guillaume Musso, mais même Guillaume Musso n'a pas autant d'impact qu'un influenceur Insta ou YouTube. Donc voilà, de recevoir des messages comme quoi tu as changé à ta façon et tu as amené une petite pierre dans la vie de quelqu'un. Très clairement, ce bouquin-là, c'est celui pour lequel j'ai reçu le plus de courriers de ce genre-là, et c'est très émouvant en fait. Ça légitime beaucoup de choses. Parce que quand tu es face à ton ordinateur et que tu écris, parfois tu te dis, mais pourquoi je fais ce métier de merde en fait ? C'est clair, c'est un peu un sacerdoce quand même. C'est ça, c'est très très lent, c'est très très long. Et j'ai eu d'autres vies, notamment une vie de compositeur et de musicien avant. C'est beaucoup plus rapide de faire une chanson. Une chanson, à la limite, en 1 heure, tu peux plier une chanson. C'est vrai. Un bouquin, c'est plus compliqué. Donc voilà, je suis amoureux de mon personnage. Peut-être qu'il va revenir. Ah. Ouais, peut-être. Et en conférence ? Constance ? Oui. Alors, il y a une amie qui voulait faire une pièce de théâtre avec moi, avec Constance. Je trouve l'idée pas bête. Faut juste que je l'écrive, en fait. Donc, je fais 2-3 trucs, et il faut que je prenne le temps de l'écrire. Voilà. Mais faire une conférence sur le sujet de l'égalité homme-femme... tu fais déjà. Déjà, mais tu ne t'appuies pas sur le personnage de Constance. Non, voilà. du tout. Tu t'appuies sur ce qui est dit, j'imagine, mais pas le fait de... Non, mais Constance, elle est... Tu ne te grimes pas en Constance, du coup, pour ensuite te remettre en Constance. Non, du tout. Mais non, Constance, c'est un personnage que quand on écrit un bouquin... en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je vis vraiment dans ma tête avec le personnage. Il est obsessionnel pendant le temps de l'écriture. Et je suis jamais tombé autant amoureux d'un personnage. Qu'en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un QR code au début où tu peux scanner pour avoir la playlist de Constance. Oui. Les musiques qui t'ont accompagné dans l'écriture, c'est exactement, ce que tu dis. Ouais. Mais c'est une playlist. En fait, j'écoute toujours de la musique. Pendant les 9 mois qu'a duré l'écriture, je n'écoutais que la musique de Constance. Et donc cette playlist a été conçue. Enfin bref, Constance, c'est un vrai univers, et je pense qu'elle ressemble à beaucoup de femmes en fait. Et donc comme quoi c'est possible de tout défoncer. Et c'est possible que ce soit un homme qui écrive. Mais tout à fait. Et qui pense dans la tête des femmes. C'est possible. Je m'y suis retrouvée de temps en temps, je confirme. Mais tu veux savoir comment comment j'arrive à rentrer dans la tête des femmes ? Non, c'est vrai, je t'ai pas posé la question. Et mon premier livre, qui s'appelle Les solitudes additionnées, j'étais en train de l'écrire, et c'était encore une histoire de femme, donc elle qui regardait les gens dans le métro et essayait de comprendre la vie des gens en les observant. Et je m'apercevais qu'il me manquait des clés sur telle réaction, sur il se passe ça dans sa vie, mais comment elle va réagir. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, mais il y avait un truc qui s'appelait MySpace. Et je me suis fait passer pour une femme célèbre mais anonyme sur MySpace, qui voulait avoir l'avis, les opinions de ses sœurs. C'est un truc de pure sororité. En posant une question tous les soirs, et le lendemain, elle allait poster les meilleures réponses. Donc j'ai une communauté de quasiment 7000 femmes. Et tous les jours, je posais une question. Alors ça allait de qu'est-ce que vous regardez chez un homme en premier ? Pourquoi ? Si vous vouliez changer quelque chose chez vous, ça serait quoi et pourquoi ? Vous rentrez chez vous, votre mec est au lit, votre réaction, pourquoi ? Et en fait, j'ai échangé beaucoup. Je faisais même des live chats avec elle. J'ai été la confidente de certaines, notamment une que j'ai accompagnée pendant quelques jours parce qu'elle stressait pour une mammographie. Donc quand tu es un homme, trouver les mots justes pour rassurer une femme sur une pathologie que potentiellement... Je sais que les hommes peuvent avoir un cancer du sein, mais c'est quand même très rare. Donc j'ai appris à écrire comme ça, et je suis allé jusqu'à la schizophrénie d'avoir un moment 2 ordinateurs où je faisais du live chat, où ça s'appelait Anecdote, cette célébrité, et le mec d'Anecdote, c'était moi. Donc en fait, il y avait Anecdote qui parlait à son mec et avec la communauté.
Ce qui a créé une situation bizarre, parce qu'une fois, je suis allé dans un restaurant et la personne me connaissait en tant que Gaël. Elle fait « Mais je savais pas que t'étais le mec d'anecdote, mais je l'adore. » T'as fait une étude terrain, quoi. Enfin, une étude terrain. Et c'est vrai que en termes de, par contre, complexité de réflexion, je pense que vous avez survécu pendant des siècles parce que vous avez réussi à avoir un mode survie beaucoup plus développé que le nôtre, où nous, finalement, en tant qu'hommes, en entreprise, c'est acquis. Vous, les femmes, vous êtes battues pendant des siècles, et que je pense que c'est pour ça que vous avez une construction mentale beaucoup plus complexe que la nôtre. Et contrairement à ce que vous voulez nous faire croire, vous êtes vachement plus relous que nous. Ah bon ? Mais attends, ça va être un autre podcast sur le thème pourquoi les femmes sont plus relous que les hommes. Quand vous êtes entre vous, mais mon Dieu. Ah ouais, tu nous trouves relous entre nous ? Ah les confidences que j'ai eues quand j'étais anonyme comme ça, j'ai beaucoup de copines et peu de copains, mais c'est un truc de malade. Donc mais c'est pour ça que j'adore mes personnages féminins, et Constance, je trouve qu'elle est pas caricaturale. Je trouve que c'est une femme moderne et je la trouve parfait. Ça s'entend que je suis un peu amoureux de cette femme, non ? Complètement. Ouais, non, mais je suis amoureux de ce personnage. Je l'adore. Mais moi, je te rétorquerai que si les femmes sont reloues, les hommes sont parfois trop simplistes. C'est pour ça que du coup, on se retrouve à être relous. Oui, mais je parlais dans les réunions entre vous, la façon dont vous parlez des hommes, de vos amants sur ces ou de sujets-là. vos maris. Mais on n'oserait pas dire le quart de ce que vous racontez. Ah oui, tu nous trouves très prolixes, quoi. On raconte plein de choses. Ah, mais c'est effrayant. C'est parfois, je demande à mes copines, non, mais je veux pas savoir. Arrête de me raconter ta nuit. Non, je ne veux pas. Je vais peut-être lui serrer la main à ton mec. Et entre mecs, non, vous n'allez pas dans tous ces... Très peu. Ah non. C'était bien hier soir. Dans ton entourage. Ouais. Voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On passe à autre chose. Merci beaucoup, Gaël. Je t'en prie. À bientôt. Salut. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.